Voilà. Donc aujourd'hui, on voit les différentes techniques et leur contexte d'application avec l'une des innovations de la permaculture qui est le zonage. Donc en permaculture, parmi les petites techniques qu'on a à notre disposition dans la méthode du design en permaculture, on utilise un découpage de la ferme ou de l'unité paysagère sur laquelle on travaille qui nous permet de veiller à la rationalisation de l'usage des ressources. Alors, je vais partager la présentation tout de suite. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? C'est bon? C'est partagé? Si je peux avoir une confirmation vocale de quelqu'un, s'il vous plaît. Oui. Oui. Parfait. Oui, Merci. c'est bon, Corinne. Ok. Merci bien. C'est bon. Alors, je vous parlais justement du zonage. Donc, le zonage, ça vise à limiter le gaspillage des ressources et à intensifier cet usage des ressources, parce que du coup, on va essayer de donner plusieurs usages aux ressources en cumulant, par exemple en cultivant de façon étagée. Et c'est pour ça que, par exemple, dans nos zones 1, on va se retrouver à avoir une zone qui va être très intensive, où l'usage des ressources va être maximum, mais aussi maximum en termes d'efficience, c'est-à-dire que chaque comment je vais dire, calories d'énergie va donner un maximum de calories en retour au niveau de la productivité. Du coup, l'objectif, c'est globalement de concentrer les activités humaines sur les plus petites surfaces possibles. Donc c'est ça finalement qu'on on est intensif, contrairement à l'idée reçue qu'on a sur les systèmes conventionnels qu'on appelle intensifs, mais en fait finalement ils consomment globalement plus de calories qu'ils n'en produisent. Alors voilà ce découpage un peu pour comprendre le principe. Donc le découpage il se fait en 5 zones qui vont de la zone 1 qui est donc la zone la plus intensive à la zone 5 qui est une zone sauvage. Et entre les deux, on va avoir tout un gradient intermédiaire et on va suivre cette logique que plus les espaces vont être grands et ou éloignés, plus les stratégies de régénération ou de maintien des composantes vont être passives, c'est-à-dire qu'on va les baser sur les services systémiques. Alors, c'est quoi les services systémiques? Peut-être tout le monde n'est pas familier avec cette notion. Donc, les services systémiques, c'est en fait quand la nature fait le travail à notre place. Donc, par exemple, lorsqu'on met une haie vive en place, le service de brisement qu'elle fait, c'est un exemple de service systémique. Et nous, justement, on part du principe que on ne peut pas accorder beaucoup d'attention et de ressources à des systèmes qui vont être éloignés ou de grande échelle. Et donc, du coup, pour ces systèmes, on va choisir des stratégies qui vont reposer essentiellement sur l'autorégulation, c'est-à-dire sur les services systémiques, faire travailler la nature au maximum. Et donc, nous, notre travail, ça va être de déclencher ces processus naturels, de faire en sorte que, avec des interventions plus ou moins lourdes, dépendant le contexte, après, ce sont les mécanismes naturels qui vont prendre le relais et notre intervention va devenir de plus en plus légère. Alors, rapidement, donc sur ce découpage, qu'est-ce qu'on va trouver dans la zone 1? On va trouver tous les systèmes comme les habitations, les systèmes de culture maraîchère, avec des cycles de production assez courts, qu'on va donc concentrer sur des petites surfaces. On va trouver bien sûr des arbres en plus petit nombre, mais on peut trouver des arbres peut-être un peu exotiques ou des arbres un peu moins adaptés à la zone climatique et qui vont bénéficier justement de ce surplus de ressources. Cette logique va nous inspirer pour la zone 2, où on va être sur un système qui est encore assez intensif, mais qui va occuper une surface un peu plus grande. Donc là, c'est tout à fait le lieu pour implanter par exemple un verger de petite taille
avec des espèces, par exemple, greffées, ou des espèces bien acclimatées, mais qu'on va essayer d'obtenir une plus grande productivité avec de l'arrosage, avec de la fertilisation, de la taille plus intensive peut-être, pour augmenter la productivité. Entre la zone 1 et la zone 2, dépendant de la configuration, on va peut-être aussi trouver des petits élevages comme un poulailler de taille petite ou moyenne, voilà, les abeilles aussi éventuellement. Ensuite, dans la zone 3, on va être sur des systèmes qui commencent à devenir plus autonomes. Donc, on va lever le pied sur nos interventions et essayer de mettre en place des mécanismes d'autorégulation. Alors, dans cette zone, on va trouver notamment les plus gros élevages avec tout ce qui va être moutons, vaches et autres gros ruminants. Alors, vous allez me dire peut-être les animaux, ils consomment quand même de la surveillance, ils ont besoin d'une certaine attention, c'est vrai, mais en même temps, ils ont besoin de plus d'espace. Du coup, on va essayer quand même de mettre en place des systèmes qui nous permettent de lever ce besoin d'attention pour que les élevages s'autogèrent le plus possible. Alors dans cette zone 3, c'est là aussi qu'on va trouver les grands systèmes de grandes cultures, de vergers que j'appelle rustiques, c'est-à-dire avec des arbres qui vont être bien adaptés à la zone climatique et qui a priori, dans cette zone, normalement, on va pas irriguer ou seulement vraiment en cas de sécheresse prolongée, mais normalement, on est censé diminuer vraiment l'apport de ressources. Ensuite, la zone 4, elle est souvent présente dans les fermes au niveau des haies. Donc tout ce qui est haies vives de clôture ou de séparation, on peut les catégoriser dans cette zone. Sinon, si on décide de consacrer des cultures, c'est ici qu'on va produire par exemple du bois, pour le bois de chauffage ou pour le bois le bois d'œuvre. Ici, on peut aussi avoir des systèmes qu'on a appelés paraculture, c'est-à-dire on peut essayer de favoriser la dispersion de certaines plantes sauvages dont on tire des récoltes. Donc ça peut être des plantes médicinales, ça peut être des champignons, ça peut être des petits fruits ou d'autres types de plantes qui poussent spontanément et que nous, on va simplement essayer de favoriser en disséminant des graines, en essayant de propager assez passivement ces espèces. Et puis enfin, la zone 5, ici elle est représentée dans la ferme, mais bon, évidemment, à l'échelle à une échelle plus globale, si je puis dire, la zone 5, ça devrait être la plus grande zone sur la planète. Et nos systèmes humains, comme je le disais, ils devraient occuper les plus petites surfaces. Dans les parcelles, c'est bien de conserver des zones sauvages. On a vu un petit peu les intérêts d'avoir des bandes enherbées, ça a été souligné par certains auditeurs, d'avoir des haies vives qui vont apporter de la biodiversité pour un contrôle plus passif des nuisibles notamment, et puis apporter du microclimat. Voilà un peu pour ce découpage des zones et du coup maintenant on va voir un peu comment justement on va raisonner nos interventions pour la régénération du sol par rapport à ce découpage. Alors finalement, est-ce que vous pouvez deviner un peu par rapport à ce que je viens de dire sur les composantes qui se retrouvent en zone 1, donc avec cette zone 1 qui nécessite beaucoup de travail, à laquelle on va apporter beaucoup de ressources, avec des visites fréquentes, mais sur des distances assez courtes, avec une surface limitée et des cycles aussi assez courts. Quelles techniques vont être bien adaptées pour les composantes de la zone 1? Prenez vos micros, je vous écoute. Des idées, quelqu'un? Alors, je vous donne les réponses.
Dans la zone 1, on va être donc sur des petites surfaces et on va pouvoir travailler notre sol avec des outils manuels comme la grelinette que vous voyez sur la première image à gauche. La grelinette, donc c'est un genre de fourche à 2 manches qu'on va utiliser, qui est assez facile à utiliser justement, et qui permet de travailler le sol pour l'aérer, le décompacter, mais sans le retourner. Donc du coup, on est aussi là dans les processus naturels de régénération, puisqu'on va simplement réapporter de la porosité au sol pour redémarrer ensuite de façon autonome les processus naturels. La deuxième image avec cette touffe d'herbe, c'est des engrais verts. Les engrais verts, c'est une technique que vous allez le voir, je vous donne la réponse dès maintenant, qu'on va retrouver un peu dans toutes les zones. Sauf qu'ici, dans la zone 1, on peut se permettre d'avoir des engrais verts irrigués pour pouvoir cultiver ces plantes toute l'année. Donc les engrais verts, ils vont nous permettre de mieux gérer les rotations au sein de la même année de culture, parce que nous, du coup, quand on fait des cultures maraîchères, on ne fonctionne pas du tout pareil qu'en conventionnel. On est sur un maraîchage de type bio-intensif avec une succession de cultures au sein de l'année. Mais quand même, pour gérer cette rotation en bonne et due forme, les engrais verts nous permettent de briser un peu les cycles de maladies et de carences dans le sol. Et puis surtout, ils vont nous permettre de fabriquer du matériel pour composter, qui est notre technique dans la photo en bas à droite. Donc le compost aussi, ça va être une technique qui est très très bien adaptée à ce système de zone 1, parce que en effet, le maraîchage, c'est parmi les plantes qui consomment le plus, qui ont un besoin supérieur d'un sol vraiment très bien conditionné. Donc le compost, on va en reparler en deuxième partie de webinaire, c'est une technique qui demande quand même pas mal de ressources et donc du coup, elle est très justifiée dans ce contexte d'agriculture intensive. Alors les poulets qui sont dans l'image en haut à droite, alors ça c'est une technique aussi qui a été très innovée dans les systèmes en permaculture où on utilise les poules pour travailler le sol avant la mise en culture ou entre deux cultures. Donc les poules, elles vont nous permettre de faire un travail assez efficace pour briser le cycle des mauvaises herbes, désherber et en même temps apporter de la fumure. Donc on utilise pour ça ce qu'on appelle des tracteurs poules qui vont nous permettre donc de gérer le déplacement des poules et surtout le temps durant lequel elles font leurs petites affaires sur le territoire qu'on veut préparer. Ensuite, en bas à gauche, nous avons une illustration du paillage. Donc le paillage aussi, c'est une technique très bien adaptée pour la zone 1 pour couvrir les espaces qui vont être cultivés de légumes. Et au milieu se trouve une photo de biochar. On en a parlé plusieurs fois pendant les webinaires. Donc le biochar, c'est un amendement qui est fabriqué à haute température. C'est pour ça qu'il trouve sa place ici en zone 1 parce qu'il va lui aussi demander quand même pas mal d'énergie pour être produit. Et donc du coup, on va réserver son usage à des systèmes de petite échelle pour lesquels on veut obtenir un surplus de productivité. Alors, je passe maintenant à la zone 2. Alors, les techniques pour la zone 2, il y en a certaines qu'on va conserver de la zone 1. Donc, le travail à la grelinette, il va encore pouvoir être possible jusqu'à environ 1 hectare de surface. Les interventions pour les poules dans la zone 2, elles vont aussi être très bénéfiques pour notamment la gestion des nuisibles et la gestion de l'enherbement. Les engrais verts, on continue de les utiliser et on peut aussi en produire toute l'année moyennant une irrigation complémentaire. Le paillage aussi tient toujours sa place dans la zone 2, pour autant qu'on ait de la matière pour pouvoir pailler. Donc ici dans la photo, c'est les feuilles des acacias qui constituent nos haies, qui nous procurent vraiment des grandes quantités de paillis.
Et puis le biochar encore qui peut raisonnablement s'utiliser dans la zone 2. Mais vous voyez, j'ai supprimé déjà le compost. Alors, c'est pas des notions très strictes que je vous donne là, mais c'est pour vous guider dans le raisonnement par rapport au côté soutenable des techniques. Donc les techniques, elles ont des contextes d'application, et puis quand on change d'échelle, eh bien on peut perdre le côté écologique de la technique. Donc c'est important de comprendre cette logique d'action pour agir efficacement et garder quand même ces objectifs de durabilité qui sont la base du travail de régénération. Donc pourquoi je quitte le compost? Parce qu'on commence à changer d'échelle et si on a un espace voilà, jusqu'à 1 hectare, ça commence à être difficile de pouvoir produire de façon autonome avec les ressources de la ferme des quantités nécessaires pour apporter du compost à peut-être une centaine d'arbres ou plus si on est sur un système de verger. Du coup, on va plutôt penser à des techniques différentes pour apporter quand même de l'amendement, mais avec des ressources qui nécessitent moins de travail et avec une perte d'énergie peut-être moindre. Alors justement, c'est là que le broyat raméal fragmenté peut prendre le relais. Vous le voyez avec cette photo du petit broyeur qu'on a eu l'occasion d'acheter dans le cadre du Prosol. Alors avec ce broyeur et justement nos haies d'acacia, on a beaucoup de matériaux, beaucoup de matières pour pouvoir produire ce broyat. Alors il ne s'agit pas juste d'un simple broyat. Le principe du broyat raméal fragmenté, c'est de broyer des branches fines et fraîches, donc des branches de l'année ou de 2 ans maximum, qui vont être peu lignifiées et donc facilement digestes par la microfaune du sol. Donc on va être sur un processus de compostage très rapide. Donc on met ce broyat au pied des arbres par exemple, ou même sur les espaces de légumes, en couche épaisse de 10 à 15 cm si on peut. Et donc ici, on a un processus qui s'active très rapidement et surtout qui n'a pas besoin d'ajout supplémentaire d'eau. Donc c'est très intéressant pour la Tunisie. Bien sûr, ça nécessite de mettre en place toutes ces haies ou d'avoir des vergers en plus aussi pour bien sûr avoir suffisamment de taille à broyer. La photo du bas, c'est pas très clair, mais il s'agit de mycorhizes. Je vous en ai un peu parlé quand on a fait la séance sur le webinaire. Donc rapidement, les mycorhizes, ce sont des champignons qui vont se fixer sur les racines et qui vont permettre aux arbres en particulier d'aller explorer le sol beaucoup plus loin pour absorber les nutriments et l'eau. Donc du coup, on a des espèces qui vont après être beaucoup plus résistantes aux sécheresses prolongées. Et ça, j'avoue que c'est une expérience qu'on a menée chez nous et qui a vraiment porté ses fruits. Alors évidemment, après 6 ou 7 années de sécheresse, malgré tout, on a perdu certains arbres qu'on avait mycorhizés, mais ils ont quand même montré une plus grande adaptation à ce facteur limitant, toute proportion gardée. Alors l'image de l'arbre touffu, c'est un acacia, vous l'avez peut-être reconnu, un acacia inerme. Alors nous, on les utilise beaucoup, donc ces arbres de cette famille sont fixateurs d'azote, et c'est une stratégie vraiment de fond dans les systèmes en permaculture ou dans les stratégies de régénération à plus grande échelle. L'implantation de plantes pionnières fixatrices d'azote, en particulier les arbres, ça va nous permettre d'accélérer beaucoup la succession écologique. Vous vous souvenez peut-être, si vous étiez là lundi, j'en ai parlé. Donc pour passer du stade pionnier d'un écosystème dégradé au stade climatique où on a des cycles qui fonctionnent de façon optimum, ce type d'arbre peut nous aider à vraiment accélérer les processus de régénération. Alors, on les plante en très grand nombre au départ, et puis on s'en sert pour fabriquer ce broyat raméal fragmenté, fabriquer du compost, avoir de la litière, fixer les sols, etc. Et puis après, une fois qu'on a atteint un certain stade de régénération, on va les éclaircir pour faire la place à nos cultures. Alors, passons maintenant aux techniques pour la zone 3.
la zone 3, du coup, on commence à être sur la semi-auto-organisation avec du travail qui diminue, des ressources qui diminuent, des visites qui sont moins fréquentes, des trajets plus longs, une plus grande superficie et des cycles aussi un peu plus longs. Alors, les techniques de la zone 2 qui sont encore valables, les engrais verts, mais pour le coup, on va être sur des engrais verts qu'on va plutôt cultiver en pluvial. Si on ne peut pas le faire en pluvial, il vaut mieux quitter et opter pour la production de broyats raméales fragmentés avec la valorisation des tailles du verger. La mycorhisation pour l'installation des nouveaux arbres est toujours pertinente parce qu'il ne faut pas des grosses quantités et c'est un geste qui se fait assez rapidement au moment de la plantation. Et puis toujours le recours aux arbres fixateurs d'azote qu'on peut implanter, intercaler avec nos cultures. Et les techniques particulières qu'on va introduire, les haies vives qui peuvent nous aider à découper l'espace du verger pour améliorer les fonctions de microclimat et de régulation. Alors, je les ai mises là dans la zone 3, mais vous l'avez vu peut-être dans le schéma que j'ai présenté avant, c'est des systèmes qui en eux-mêmes sont classés en zone 4. Mais tout dépend, on peut avoir des aménagements, une séquence de plantation qui va nécessiter peut-être des opérations de taille ou des espèces qui ne sont pas forcément celles qui poussent spontanément et qui font qu'elles se retrouvent dans cette zone 3. Par exemple, si on a des élevages, hein, comme on le voit avec les petits moutons en dessous, les haies peuvent être faites avec des espèces fourragères qui vont apporter un complément aux élevages. Alors les élevages qui peuvent être une composante à part entière de la ferme, on va s'en servir aussi comme agent de régénération du sol. Vous vous en souvenez peut-être, j'en ai parlé. Dans les milieux arides en particulier, les animaux sont vraiment des alliés champions pour accélérer la régénération des sols, pour autant qu'on arrive à bien les mener avec un système de pâturage régénérant. Et du coup, dans les grands espaces, ils peuvent vraiment nous aider à régénérer les parcours de façon accélérée. Et puis, cette machine que vous voyez là sur la photo, c'est une charrue qu'on a construite et qui est issue des travaux de Monsieur Yeomans, qui est un Australien, qui a développé la technique qu'il a appelée le keyline design. Donc cette charrue spécifique, elle est comme la grelinette, en fin de compte, elle fait le même travail, c'est-à-dire qu'elle va ouvrir le sol pour redonner de la porosité, mais sans le retourner. Ici, l'avantage de ce modèle, c'est qu'il est couplé avec un semoir, et donc par exemple pour l'implantation des grandes cultures ou de l'engrais vert, c'est idéal parce qu'avec un seul passage, on va faire toutes les opérations culturales. Et alors bien sûr, cet outil, on va le passer en suivant une courbe de niveau guide de façon à diriger le flux de ruissellement de façon homogène sur toute la parcelle. Alors, je passe maintenant, je dois accélérer un peu, parce que tout ça, c'est vrai que vous vous dites sûrement que c'est dense, mais oui, en effet. Mais quand même, je dois accélérer pour pouvoir céder la parole à Madame Grissa qui va nous parler du compost. Alors, les techniques pour la zone 4. Nous avons toujours les arbres fixateurs d'azote qui peuvent nous aider, comme je l'ai dit, à accélérer la succession écologique. Les haies vives, le travail de la charrue de keyline et les animaux qui restent toujours pertinents dans ces espaces. J'ajoute ici tout ce qui est banquette mécanique que vous voyez sur la photo avec l'olivier. Donc ces banquettes aussi qu'on réalise en courbe de niveau. Et tout ce qui est travail qu'on appelle, qui sont aussi avec la méthode du keyline design. Donc sur l'autre image en plus grand, là, vous voyez une collection de lacs, de retenues collinaires, qui sont en fait installés sur des courbes de niveau et à des points stratégiques. Donc je n'ai pas le temps de développer ici ces points stratégiques, mais ça fait qu'avec ce positionnement, en fait, on a une réhydratation assez complète du paysage et en plus, on crée des réserves pour les périodes où l'eau est indisponible. Donc avec ces lacs, on va pouvoir après irriguer par gravité
tous les systèmes qui vont se trouver en aval. Alors, dernière zone, la zone 5, la zone sauvage. Donc, lorsqu'on va vouloir intervenir pour régénérer des paysages qui appartiennent normalement au monde sauvage, on va conserver toutes ces techniques de travaux d'aménagement avec les banquettes mécaniques et puis les lacs, les retenues collinaires. L'implantation aussi plutôt par semis des espèces pionnières ou des espèces clés qui sont absentes de l'écosystème. Ça va être une stratégie aussi assez payante puisque sur des espèces pionnières, en général, on a une production de graines assez abondante, donc on n'a pas ce facteur limitant de trouver la semence. Donc on va pouvoir distribuer des quantités importantes de semences dans le paysage et les graines qui vont germer auront beaucoup plus de chances de succès au niveau de l'implantation que lorsqu'on passe par des transplantations de jeunes plants. La charrue aussi, on peut la passer sur des grandes échelles de territoire, à l'échelle du bassin versant. Bien sûr, il faut conserver le côté, par rapport à la pente, vu qu'on travaille en courbe de niveau, le tracteur, au bout d'un moment, il ne peut plus accéder. Mais tant que c'est possible, que la pente le permet, on peut travailler avec cet outil. Pour tout ce qui est zone stépique et zone de prairie ou savane, les animaux, comme je l'ai dit, vont toujours être pertinents dans une stratégie de régénération. Et parfois, eh bien, il faudra passer par d'autres techniques comme la mise en défend, illustrée avec cette clôture. Alors, la mise en défend, il faut voir parce que du coup, ça dépend les systèmes. C'est vrai que des fois, il faut les protéger, empêcher les intrusions, empêcher les animaux. Mais il a aussi été montré que des fois les zones souffrent d'un manque de pâturage, donc ça dépend vraiment des conditions du milieu. Il faut doser cette technique de mise en défend, tout comme la dernière technique en bas qui est l'incendie. Vous savez peut-être, nous on n'est pas trop concernés par cette technique, mais au Canada par exemple, les grandes forêts de résineux ont tendance à dépérir parce que leur régénération passe par une phase d'incendie. Et donc aujourd'hui, on fait ça de façon contrôlée pour procéder aux régénérations de la forêt morceau par morceau. Voilà, c'est un panorama pas exhaustif, mais j'ai voulu insister sur certaines techniques peut-être moins connues. Et je vous écoute pour vos questions si vous en avez. Merci pour vos réactions, ça fait toujours plaisir. Oui, Anouar, à toi la parole. GDA Green Desert, à vous. Il faut ouvrir le micro. Oui, Corinne, bonjour. Bonjour. C'est possible de parler en arabe ou bien non? Oui, bien sûr. Mais pas Bah, trop vite, hein, si c'est une question pour moi. oui. Juste le design, c'est-à-dire les zones 1 jusqu'à zone 5. Est-ce que c'est est-ce que cet design est standard ou bien non؟ يعني هذيك مثال يعني standard ولا se diffère selon l'emplacement, selon le climat, etc. Alors, oui, bonne question. Donc, c'est des notions, évidemment, quand je les aborde en formation, on a un peu plus de temps pour bien comprendre ce principe. Donc, le découpage que je vous ai montré sur le schéma, c'est pour vous expliquer la logique d'action. Mais alors, ce qui est fixe,
c'est le nombre de zones et leur fonctionnement par rapport à l'intensité, par rapport aux ressources accordées. Après, ça varie, la taille n'est pas concentrique ni toujours proportionnelle. Ça diffère donc d'une ferme à l'autre, d'un contexte à l'autre. Par exemple, on peut très bien avoir un îlot de zone 4 très proche de l'habitation, parce que du coup, c'est pas tellement une question de distance, mais par exemple, le derrière de votre maison, c'est peut-être un endroit où vous n'allez jamais, parce que votre jardin est devant, et puis la porte d'entrée c'est devant, et le derrière il est côté nord, où vous n'allez pas assez proche de la clôture ou quoi. Et donc du coup, on ne va pas chercher à installer des choses qui nous obligeraient à aller dans un endroit où on ne va pas spontanément. Donc ça devient une zone 4 ou peut-être une zone 5. Tout ça, c'est un peu flexible, tout comme les composantes qu'on retrouve au sein de chaque zone. Encore une fois, il faut s'imprégner de la logique d'économie d'énergie et de rationalisation de l'usage. Si vous avez beaucoup de poules, peut-être que votre système de poules, il va se retrouver à cheval entre la zone 2 et la zone 3 parce que vous allez consommer beaucoup d'espace. Si vous avez que 3 ou 4 poules pour votre foyer, elles vont se retrouver plutôt dans la zone 1. Donc tout ça, c'est encore une fois pour comprendre qu'il y a des contextes où une technique, une composante conserve la soutenabilité et puis lorsqu'on passe à une autre échelle, on perd la soutenabilité. Oui, Madame Anissa, vous allez peut-être compléter. Non, merci. Vous avez commencé ma question plutôt en Ah, traitant les poulets. Donc, effectivement, le rôle des poulets, il est très... Merci beaucoup ça, concernant la présentation. Juste حبيت نزيد إضافة concernant معناها le zonage, il devient plus compliqué lorsque on part d'un verger qui n'est pas nu, c'est-à-dire c'est pas un verger qu'on va installer dès le départ notre design. Ça, c'est plus facile peut-être parce qu'on connaît des plantes et on va choisir les plantes selon leurs caractéristiques, voilà, pour choisir les bonnes associations, etc. Ça, c'est un point, c'est un premier point. Le deuxième point, ça concerne donc les vergers qui sont déjà existants et qu'on doit les réaménager. C'est-à-dire, là, ça devient un peu plus compliqué, je crois, et vous allez peut-être me confirmer ceci, Madame Corinne, parce que ça demande donc de voir déjà l'existant. Est-ce que ces plantes ils s'adaptent déjà au changement, par exemple au changement climatique? Sinon, il faut donc les remplacer ou bien, etc. L'autre point que j'ai voulu traiter à propos des pollets, c'est le fait de les déplacer. Est-ce qu'on va les déplacer, ces poules-là, d'une zone à une autre, surtout qu'on est dans le cas des plantes potagères, parce que nous savons tous que les poules peuvent s'attaquer à des épinards, par exemple, ou bien des espèces qui sont déjà là. Et là, il faut donc faire un plan pour le déplacement de ces poules d'une parcelle à une autre. oui, C'est un point que j'ai voulu que vous éclaircissiez ce point, Madame Cor. oui, Pour le, alors, voilà. sur la première... Concernant donc le nombre des et Oui, alors d'abord sur quand on prend une parcelle déjà installée. Oui, bien sûr, c'est un peu plus difficile de voir comment organiser le zonage que lorsqu'on part d'un terrain vierge. Ceci dit, ça ne change pas la logique. Donc par exemple, si vous avez une parcelle d'olivier et vous voulez respecter ce zonage pour commencer à diversifier les productions, commencer à ramener de la biodiversité et de la polyactivité. Vous allez peut-être placer votre zone 1 proche de l'accès à la parcelle, ou s'il y a peut-être déjà un bâtiment, ou le puits, ou le point d'eau, la zone où vous êtes obligé d'aller le plus fréquemment possible. Ça va être votre point de départ à partir duquel vous allez rayonner pour organiser votre parcelle.
Du coup, les oliviers qui vont se retrouver dans cette zone, bien heureux seront-ils car ils vont bénéficier d'un surplus de ressources. Vous pourrez leur apporter plus de soins d'irrigation, de compost éventuellement, de taille, etc. Et ces oliviers devraient du coup être plus productifs. Tandis que les autres qui vont se retrouver après dans le zonage 3 ou 4, eh bien eux, on va conserver cette logique où ils vont être leur productivité va être soutenue par des techniques plus autonomes, avec des choses qui demandent moins de ressources, moins d'intervention. Donc voilà pour cette question. Pour les poulets, alors oui, bien sûr, les poules, comme tous les animaux qui vont avoir un impact sur le sol et les plantes, on est obligé de contrôler leur déplacement avec un système de pâturage tournant. Vous le savez, les poules, elles sont vraiment très voraces et si vous les laissez libres, en très peu de temps, vous avez un désert et non pas quelque chose de régénéré. Donc, il faut à tout prix organiser leur déplacement à l'aide justement de ces cages mobiles dont j'ai parlé, où il existe maintenant une variété de systèmes. Ça peut être aussi des clôtures mobiles. Mais oui, il va falloir organiser leur déplacement. Alors après, c'est ça la réflexion, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément tous ces outils disponibles pour mettre en place ces idées, mais ça ne doit pas nous arrêter, ça doit nous forcer à être créatifs pour développer les outils dont on a besoin pour pratiquer cette agriculture. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas la pratiquer avec les outils de l'agriculture conventionnelle qui fonctionnent à contre-courant. Alors, j'ai pas trop le temps de développer, je me dois de passer la parole à Madame Grissa qui va nous parler du compost. Donc, pour les poulets, il n'y a pas beaucoup de recherche qui est menée, mais on a des exemples au Québec notamment de gestion des vergers avec la production de poulets parallèles qui font une bonne symbiose. Madame Hanem du CTAB, préparez-vous à prendre la parole et présenter votre présentation. Merci. Alors, je réponds rapidement à Madame Sherifa qui me demande si j'ai bien compris, plus la zone d'intervention ou d'application est petite, plus l'intervention est plus efficace en termes de technique. Alors, c'est pas forcément efficace, mais ça va être peut-être plus rapide et avec des moyens supérieurs qui vont nous offrir une productivité supérieure. Voilà. C'est ça. Donc on va pouvoir se permettre de dépenser plus pour gagner plus, en d'autres termes. Parce que c'est sur une petite une petite échelle. Voilà, alors Madame Hanem, je vous passe la parole, allez-y. Et normalement, vous avez la main pour présenter votre sujet et vous-même aussi. Bon. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allô? Bonjour? Oui, on vous entend bien, Hanem. Vous m'entendez? Oui, on voit votre présentation aussi. Oui. Ok, d'accord. Bonjour tout le monde. Merci Madame Corinne pour l'invitation. Je me présente rapidement. Madame Hélène Grissa, ingénieure générale du Centre technique de l'agriculture biologique et directrice de la formation et des études. Ma présentation pour cette journée concerne la valorisation des déchets organiques par compostage. On va essayer durant les 15 minutes de présenter brièvement l'intérêt et les bienfaits principales étapes du compostage, surtout à la ferme. Comme vous savez que ces amendements que le sol en Tunisie sont relativement pauvres en matière organique. Le taux de matière organique est inférieur à 0,5%. La manque de restitution organique accentue l'appauvrissement du sol en humus et entraîne leur dégradation aussi bien physique que chimique. Et afin de préserver le sol et maintenir leur productivité, l'apport des amendements organiques devient indispensable. Ces
amendements organiques, il y a en Tunisie plusieurs types de matières organiques et des amendements, mais ils ne sont pas toujours disponibles et leur qualité parfois laisse à désirer. Et surtout en agriculture biologique, puisque c'est une agriculture réglementée. Ainsi, le compostage des déchets organiques présente une des solutions possibles qui pouvant être adoptées pour améliorer le rendement de ces déchets en humus. En quoi consiste la technique de compostage? C'est une méthode de traitement biologique et de valorisation agronomique des déchets organiques biodégradables d'origine végétale et animale, solides et semi-solides, sous l'action des micro-organismes. Aussi, c'est une écotechnologie, puisqu'elle permet le retour de la matière organique dans le sol et donc sa réinsertion dans le grand cycle écologique de la planète. Aussi, c'est un mode de destruction par la chaleur et différents facteurs internes, des grains de mauvaises herbes, des parasites, des germes pathogènes, que ce soit animal ou végétal. Aussi, c'est un processus biologique qui permet la décomposition des déchets organiques en un produit organique stable. Et ce qui manque à notre sol actuellement en Tunisie. Ces produits organiques stables, on l'appelle le compost. L'intérêt de la production et aussi de l'utilisation du compost sont des intérêts agronomiques, environnementaux et économiques, puisque l'apport du compost, c'est un facteur de lutte contre le réchauffement climatique. Le compost réduit considérablement les émissions de gaz carboniques et les quantités de CO2 présentes dans l'atmosphère. Et le compost aussi, c'est la biomasse de la matière organique qui absorbe le carbone atmosphérique et le stocke dans le sol. Le compost, son utilisation comme fumure de fond et aussi comme extrait, constitue une voie pour le développement de l'agriculture et pourrait résoudre les problèmes aussi bien de la fertilité que les maladies pathogènes au niveau du sol et au niveau de la plante. Cet amendement organique, alors, respecte à la fois le sol et la plante, pas seulement la plante, comme les engrais. On l'utilise pour sa valeur abondante. Le compost améliore les propriétés physiques, chimiques, biologiques du sol, en augmentant la porosité, la capacité de rétention en eau et en améliorant la stabilité structurale. Aussi, on l'utilise pour sa valeur fertilisante, par l'apport des éléments nutritifs tels que le potassium, phosphore, azote, calcium, manganèse, magnésium. Mais actuellement, on utilise en Tunisie le compost en pépinière comme substrat. On l'utilise aussi comme paillage organique pour lutter contre les mauvaises herbes et limiter ainsi l'utilisation des paillages plastiques. Ainsi, avec tous ces avantages déjà cités, on peut augmenter le rendement des cultures pour l'agriculteur. On obtient un produit sain de qualité et on augmente le revenu de l'agriculteur. Il y a en Tunisie plusieurs méthodes ou modes de compostage qui se diffèrent selon la situation et notre objectif. Il y a le compostage domestique et déjà avec l'enjeu nous sommes en train avec les différentes municipalités d'assister dans les maisons pour montrer aux femmes et la méthode de compostage domestique. Pour les déchets agricoles, on peut choisir d'autres méthodes. Et la plus simple, c'est le compostage en tas. Et cette méthode est la plus courante dans la ferme actuellement. Il y a d'autres méthodes comme le compostage dans un bioréacteur ou digesteur, le compostage en tunnel ou en couloir, le compostage en pile existe actuellement en Tunisie, mais nécessite des systèmes informatisés et un coût élevé pour les mettre en place. Quel que soit le mode de compostage, pour réussir notre compost, il faut simplement faire attention aux paramètres du compostage. Parce que ces paramètres influencent les vies des micro-organismes,
Alors, les principaux paramètres du compostage sont ceux qui influencent les conditions de vie de ces micro-organismes, tels que l'eau, l'oxygène, la température et les caractéristiques physico-chimiques des matières organiques. Pour produire le compost, on a besoin des équipements et des instruments. Et pour chaque mode de compostage déjà cité, il y a des équipements et des instruments spécifiques. On a besoin, par exemple, des outillages divers, d'un broyeur et des équipements pour le retournement d'état. On a besoin aussi pour obtenir un bon compost de matière organique ou des déchets organiques. Et on a en Tunisie l'avantage de posséder une multitude de ressources de matière organique facilement exploitables, telles que le fumier, le cactus, les feuilles, les déchets de fruits et légumes, le bois de taille, les sous-produits du palmier dattier, la paille. Aussi, on peut utiliser pour la production de compost les mauvaises herbes, les déchets de l'industrie agroalimentaire et les algues marines. À ces déchets organiques, on peut ajouter des activateurs pour accélérer le processus, aussi des adjuvants pour améliorer la qualité du compost et des préparations biodynamiques pour l'agriculture biodynamique. La méthode classique de compostage, le compostage en tas et à la ferme, comprend plusieurs étapes, de le choix et la collecte des déchets organiques jusqu'au tamisage et le stockage de compost mûr. Mais lors du choix et collecte des déchets organiques et aussi lors de la fermentation des déchets, il faut tenir compte de notre objectif pour produire le compost et aussi de la réglementation de l'agriculture biologique pour les opérateurs ou les agriculteurs bio. Je passe rapidement à toutes ces étapes de compostage. La première étape consiste au choix et collecte des déchets organiques. Lors du choix et la collecte de ces déchets, il faut tenir compte des rapports C sur N. Il faut mélanger des matières riches en carbone avec des matières riches en azote pour atteindre un rapport aux alentours de carbone C sur N aux alentours de 30. Chaque matière organique possède un rapport C sur N. Il y a des déchets azotés et des déchets carbonés. Après le choix de ces déchets à composter, on fait le broyage des déchets organiques grossiers, tels que le bois de taille et les déchets des palmiers. L'objectif du broyage est la réduction de la taille moyenne des particules pour accélérer la vitesse de fermentation. Il est à noter qu'il faut humidifier un peu les matières végétales broyées avant et au moment de la mise en tas pour atteindre un taux d'humidité adéquat. Juste après le broyage des déchets organiques, on fait la mise en tas des déchets. On a déjà collecté tous nos déchets à côté des déchets broyés, les autres déchets, et on fait notre tas. Pour le compostage en tas, les déchets à composter sont placés couche par couche en alternance, des déchets azotés, des déchets carbonés, sur le sol pour former un tas dont la hauteur et la largeur dépendent étroitement des équipements disponibles à la ferme, surtout le retourneur d'ondins ou le tractopelle. Juste après la mise en tas du compost, on fait le premier retournement dont l'objectif est l'homogénéisation des déchets. Le premier jour de compostage, c'est le premier jour c'est le premier retournement, le premier jour de compostage. L'objectif des autres retournements qu'on va faire au cours du compostage, c'est l'aération pour fournir l'oxygène aux micro-organismes. Le retournement peut se faire manuellement ou mécaniquement, mais il faut indiquer que la date et le nombre de retournements ne peuvent pas être fixés à l'avance. Jusqu'après le premier retournement et l'homogénéisation de ces déchets, il y a démarrage du processus de compostage et commence la décomposition et la fermentation de ces déchets.
Durant la fermentation, on doit maintenir le compost dans la gamme optimale de fermentation par le contrôle des différents paramètres, mais surtout la température et l'humidité. Ainsi, les composts doivent être retournés selon la température et humidifiés selon le temps d'humidité à l'intérieur des tables. Le premier paramètre à contrôler est la température. La suivi de la température indique la date de retournement en utilisant un thermomètre à sonde. On doit obtenir lors du compostage, les températures optimales sont celles qui permettent d'atteindre nos objectifs. Pour l'hygiénisation du compost, il faut une température entre 60 et 65 degrés. Pour la dégradation et la fermentation des déchets, on a besoin d'une température de 40 à 60 degrés. Et pour obtenir un compost riche en humus, il faut une température aux alentours de 20 à 30 degrés. Le deuxième paramètre à contrôler est le taux d'humidité. Le suivi de l'humidité indique l'arrosage du compost. Il faut avoir un taux aux alentours de 50 à 70 degrés. Et on peut utiliser ou bien un hygromètre ou un test très simple pour contrôler l'humidité, c'est le test de poignée. Après la décomposition et la fermentation des déchets organiques, on obtient un compost mûr. Alors, comment l'agriculteur peut évaluer la maturité du compost? C'est avec des méthodes simples, telles que lorsqu'il mesure la température, s'il y a absence de toute remontée en température, la température devient stable entre 20 et 30, c'est que notre compost est mûr. On ne peut pas reconnaître à l'œil nu les déchets organiques d'origine et de départ. Le compost mûr a l'odeur du sol, souple au toucher et avec une couleur foncée de brun à noir. Les rapports sur N des composts mûrs est aux alentours de 10, entre 8 et 15 à peu près. On peut utiliser les tests de phytotoxicité, les tests de germination de certains grains tels que les tomates, l'orge, les salades, pour savoir si notre compost est mûr. Il faut signaler que pendant le compostage, il y a diminution du volume et de la masse organique utilisée dès le départ. Cette perte peut varier entre 35 et 50%. C'est-à-dire 10 tonnes de compost nous donnent à peu près entre 4 à 6 tonnes, 10 tonnes de déchets organiques peuvent nous donner 4 à 6 tonnes de compost. Juste la dernière étape, parfois ce n'est pas nécessaire, le tamisage et le stockage. On fait le tamisage seulement si on remarque qu'il y a des matériaux grossiers tels que le caillou, le plastique, ou bien pour récupérer les matières non compostées. Le stockage, si on n'utilise pas le compost déjà mûr directement, alors on doit le stocker sous abri à l'extérieur en le couvrant par une bâche ou des matières végétales non broyées. Pour le produit obtenu après, c'est un compost mûr qu'on peut utiliser comme fumure de fond, mais on peut aussi préparer un extrait ou un jus de compost pour l'utiliser comme engrais foliaire ou dans le système d'irrigation goutte à goutte. Et ainsi, on minimise l'utilisation des engrais commerciaux. La technique consiste à mélanger un volume de compost avec 5 volumes d'eau. On laisse le compost fermenter pendant 5 à 7 jours. Pendant la fermentation, on le mélange au moins une fois par jour pendant 2 à 3 minutes. Et enfin, on le filtre avant son utilisation comme engrais foliaire ou en irrigation goutte à goutte. En conclusion, je pense que le compostage est une bonne alternative pour améliorer la fertilité physique et chimique
du sol. Et en l'adoptant, la production et aussi l'utilisation du compost, on peut préserver l'environnement et améliorer les conditions sociales et économiques. Et je pense, après plusieurs années en agriculture biologique, et suite à ces effets positifs des composts, il y a une réelle demande des agriculteurs pour mettre en œuvre la technique de compostage, mais ça demande un accompagnement pour que cette initiation puisse trouver son rythme dans les nouvelles pratiques des agriculteurs. Et merci pour votre attention. Merci Madame Hanem pour votre présentation très très bien structurée, comme le sol qu'on obtient après l'ajout de compost. Oui. Alors merci d'avoir introduit aussi le thé de compost, une pratique encore peu connue et qui a des applications diverses, comme vous l'avez mentionné, qui peut permettre aussi voilà, de valoriser comment on utilise ce matériau précieux. J'ai vu une main levée je ne sais pas, je ne vois plus qui, pardon. Alors, voilà, Monsieur Mohamed Ben Kheder, à vous la parole. Il faut ouvrir votre micro. Merci. Oui, merci. Oui. Bonjour, c'est Mohamed. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Alhamdoulilah. Je voudrais tout d'abord vous remercier, Madame Corinne, pour l'invitation. C'est bien dommage que je n'ai pas pu assister au premier webinaire, mais je vais encore me rattraper peut-être dans le YouTube. Deuxièmement, je vous remercie pour votre conférence. Je n'ai pas pu vous donner quelques questions. Pour l'acacia en tant que fixateur d'azote, peut-on, disons, faire pour les petites superficies des arbustes ou bien des plantes annuelles, car les grands arbres, évidemment, peut-être ne sont pas convenables pour les grandes superficies. Deuxièmement, pour la charrue australienne, ce qui n'entraîne pas le retournement du sol, est-ce que cette charrue existe en Tunisie ou peut-on l'importer? Pour Madame Hanem, je vous remercie pour votre conférence très complète et très précise. Je voudrais tout simplement ajouter un petit commentaire sur le compost. C'est sa grande richesse en humus. Et ça, évidemment, on dit que le compost, ça améliore la colonne vertébrale du sol. Au point de vue complexe argilo-humique et au point de vue donc capacité d'échange cationique. Pour les ajouts aussi au compost, je dois signaler qu'on peut, comme m'a dit Madame Hanem, quelques adjuvants, en particulier les adjuvants minéraux, comme le phosphore, le sulfate de potasse, ça naturel bien sûr, ça améliore beaucoup la qualité du compost. Madame Corinne, je saisis cette occasion pour vous remercier une autre fois et pour informer les présents que je viens de publier un livre sur l'agriculture biologique en arabe de 362 pages. Donc, pour ceux et celles qui veulent acquérir une copie, ils peuvent nous contacter et on peut s'arranger comment acquérir cette copie. Merci beaucoup une autre fois. Merci pour toutes ces questions, Monsieur Mohamed. Je vais commencer par répondre à celles qui m'ont été posées directement et je vous passe la parole, Madame Hanem, pour répondre sur les questions concernant le compost. Alors, pour les acacias, ce sont des arbres qui supportent très bien la taille. Donc, on peut garder les acacias et simplement les maintenir à l'état d'arbuste en les taillant sévèrement chaque année. Ce qui nous permet de bénéficier quand même de ces petites branches fines qui vont booster la vie du sol sous forme de broyat ou qui vont faciliter la dégradation dans le compost. Sinon, bien sûr, on peut penser à toute autre espèce de la même famille fixatrice d'azote pour accélérer la régénération.
Sur la deuxième question concernant la charrue que je vous ai présentée, nous la fabriquons en partenariat avec un atelier de fabrication d'outils agricoles. Donc c'est un outil qu'on fabrique en général à partir de pièces d'outils recyclés. Donc ça reste un outil artisanal. L'importer, ce serait possible, mais très coûteux. L'idée, c'est aussi de rendre de l'autonomie aux agriculteurs avec du matériel à un prix accessible. Et du coup, cette façon qu'on a de la fabriquer localement, ça a plusieurs avantages de recycler aussi du matériel de seconde main. Voilà pour les questions qui me concernaient. Et je donne la parole à Madame Hanem pour compléter sur le compost. Et je réponds après aux questions dans le chat. Hein, excusez-moi, mais je ne vous oublie pas. Madame. Allez-y, Hanem. Le compost, surtout, il est riche en humus stable. Le compost est riche en humus stable. Mais pour avoir un compost riche en humus stable, il faut bien travailler notre compost. Il faut bien les différentes étapes le faire selon les paramètres de température, d'oxygène. Il faut contrôler toujours ces paramètres pour obtenir un compost riche en humus stable. Pour les adjuvants et les activateurs, on a utilisé dans notre centre, et parfois pas avec les agriculteurs, des activateurs pour accélérer les processus tels que les bacs de café, l'ortie. On a aussi utilisé des adjuvants tels que le phosphate naturel, tels que le gypse naturel agricole. Le gypse, on l'a utilisé dans une expérience avec l'Institut de Olivier de Sousse pour minimiser la salinité du sol et l'effet de la salinité de l'eau. Et ça donnait des résultats encourageants, que ce soit pour l'olivier ou pour d'autres cultures. Et déjà, plusieurs agriculteurs sont en train d'ajouter actuellement les gypses naturels agricoles pour résoudre les problèmes de salinité. Alors, merci pour ces précisions. Je voudrais moi aussi compléter ça avec un petit peu une logique d'action pour ceux qui sont expérimentés et moins expérimentés. Le compostage des matières organiques, lorsqu'on en génère à la ferme dans plusieurs activités, c'est une bonne stratégie pour valoriser les déchets. Lorsqu'on n'est pas expérimenté, on composte et c'est toujours mieux que ne pas composter ou pire, brûler les déchets. Lorsqu'on commence à gagner un peu en expérience, c'est vrai qu'on va essayer de rechercher la bonne recette pour fabriquer un compost qui va vraiment aider à rétablir les déséquilibres du sol. Donc, le compost, c'est un peu comme fabriquer un gâteau. On peut fabriquer des gâteaux très différents avec les mêmes ingrédients. Donc le compostage aussi, on peut affiner beaucoup la recette pour obtenir vraiment l'amendement qui correspond au déséquilibre de notre sol. Alors, une petite minute, je prends les questions du chat avant de redonner la parole à ceux qui ont levé la main. Donc on avait Zahra Ziyad qui nous demande: en agriculture biologique, nous cultivons de l'orge et de la luzerne sous les palmiers. Les maladies qui affectent l'orge et la luzerne sont-elles transmises aux palmiers? Alors, sincèrement, ça dépend, c'est un peu mon champ de compétences, mais je dirais qu'a priori, ça ne doit pas être le cas pour la plupart des maladies. On est sur des espèces assez différentes. Après, il y a des principes aussi de plantes qui abritent des nuisibles. Donc ça, je ne sais pas trop quelles sont les interactions entre ces différentes compositions. J'aimerais juste orienter le sens des actions qu'on mène en permaculture, c'est que en complexifiant notre système, en ajoutant de la diversité, on va mieux gérer ces problèmes de nuisibles et de transmission en créant des barrières végétales qui vont un peu rompre la progression des nuisibles. Voilà. Question suivante toujours de Zahra Ziyed. Dans quelle mesure le traitement de l'engrais avec des agents anti-pourriture des racines
Est-il efficace avant de l'utiliser et pendant combien de temps peut-il être utilisé après le traitement? Alors, j'ai l'impression que cette question, elle sort un peu du cadre de notre intervention dans le domaine de la permaculture. Je ne sais pas trop de quel engrais vous parlez, mais en général, bon, les agents anti-pourriture et tout ça, ça fait plus référence, il me semble, à du traitement chimique et industriel. Donc, c'est pas totalement ces pistes-là qu'on va poursuivre avec notre approche de la permaculture. Là encore, on va être plus sur des dynamiques de favoriser les processus naturels de vie du sol qui vont pouvoir après contrôler les problèmes qu'on peut avoir de différents pathogènes et nuisibles. Dernière question, l'utilisation excessive d'engrais sur les terres sablonneuses augmente-t-elle le niveau de salinité? Alors, de toute façon, l'utilisation excessive d'engrais, c'est pas bon nulle part, quelle que soit la terre, parce qu'après, on a des prolifications de nuisibles à gogo, plus des pollutions de la nappe et tout ça. Donc, vraiment, il faut y aller avec parcimonie. Des inconvénients qu'on n'a pas trop avec le compost, par exemple. Il n'y a pas, à ma connaissance, de surdose de compost. Virtuellement, on n'en met jamais trop. Ça n'a pas d'effet négatif. Donc, je vous encourage à adopter plutôt le compostage et laisser tomber les engrais chimiques et le fumier aussi. Utiliser frais, c'est nuisible. Ensuite, Madame Corinne, oui. Oui, vous voulez compléter sur les questions de... pour l'utilisation compost, la quantité. Ah, d'accord. Allez-y. Oui, Madame Corinne. Pour la quantité de compost, il faut savoir que si on met une quantité plus importante que les besoins du sol et de la plante, on va avoir des excès de nitrates. Aussi, il y a des maladies telles que des ravageurs, tels que le puceron. Et si le taux d'azote est plus élevé, on va attaquer plus des attaques du puceron. Alors, on doit, pour la quantité à mettre dans notre sol agricole, se fait selon l'analyse de sol. Oui, et bien selon sûr. les besoins de la plante. Parce qu'il y a des cultures qui favorisent et qui aiment le compost mûr et d'autres qui favorisent le compost jeune. Alors, on doit savoir tous ces besoins des cultures et de sol pour mettre les quantités adéquates. Oui, on en revient sur l'idée de fabriquer Un le excès bon compost. peut nous amener à des Oui, merci Madame Hanen okay. Pour ces précisions. Alors, j'en viens à Monsieur Shahidi qui avait levé la main en premier et peut-être c'est la même question pour le zonage à grande échelle. Ça nous pousse à discuter l'aménagement du territoire et les paysagistes. Je vous donne la parole, Monsieur Hatem. Merci beaucoup, Madame Coury. Je tiens à vous remercier et remercier vos efforts concernant cette approche de permaculture et de gestion de dégradabilité du sol. Je salue aussi notre cher professeur Mohamed Ben Khedr qui a implanté l'agriculture biologique en Tunisie, le centre technique. Donc, mais ça nous emmène un peu la question de zonage parce que vous avez bien présenté des techniques dans des zones de la ferme qu'on peut toujours, même avec des techniques paysannes et des fabrications paysannes artisanales comme la charrue qu'on doit implanter. Donc, ça nous emmène à discuter un peu est-ce que ces pratiques-là et la bataille de conscience avec les agriculteurs, et ça peut être gagné à petite échelle avec les associations, les efforts des associations, des GDA et les agriculteurs pionniers. Mais concernant le zonage à grande échelle, donc est-ce que ces pratiques-là et est-ce que ces grands changements
radicaux dans les stratégies agricoles qu'on doit pousser les stratèges de l'État et les décideurs de l'État, surtout pour les grands projets. Donc, ils ne pensent pas comme permaculture, ils pensent monoculture seulement. Ça Oui, nous bien sûr. amène à parler d'une question philosophique, par exemple, la situation du bio en Tunisie. Et même dans les autres pays, comme en France, il y a un petit recul. Donc, est-ce que la Tunisie a entré en bio comme nécessité ou comme mode? Parce qu'on a des dates à exporter, parce qu'on a des olives à exporter, ou bien c'est une nécessité de lutter contre cette dégradabilité du sol, c'est question d'environnement, voilà, c'est une question philosophique. Oui, Monsieur Hatem. Il faudra des changements radicaux dans les stratégies agricoles tunisiennes pour bénéficier des bienfaits de la permaculture, de l'agriculture biologique et les autres approches qui sont environnementaux. Merci. Oui, en effet, très bonne réflexion. Évidemment qu'il il nous faudrait un soutien politique plus fort pour accélérer la transition écologique, qui est une véritable nécessité. Malheureusement, vous savez comment c'est au niveau politique. Voilà, il y a une grosse pression des lobbies et puis des enjeux qui nous dépassent un peu. Mais bon, la Tunisie essaye de progresser bon an, mal an, au travers des actions de la DG ACTA, au travers voilà, du Centre technique de l'agriculture biologique qui nous est présenté aujourd'hui. Donc voilà, il faut avancer un peu comme on peut. En tout cas, ce que j'aimerais juste souligner, c'est que la technique du zonage, on peut l'appliquer à toutes les échelles pour rationaliser les flux d'énergie à l'échelle des territoires, organiser les types de cultures en fonction de la disponibilité des ressources. Et ça aussi, ce serait un apport précieux, surtout par rapport à notre contrainte hydrique, voilà, de plus en plus forte. Je donne maintenant la parole à Madame Anissa. Merci Madame Corinne. Nous sommes ravis aujourd'hui par la présence et honorés par la présence de notre professeur Mohamed Ben Khader et mon directeur de thèse pour la même occasion. Je remercie aussi Madame Hanen Grissa pour la qualité de sa présentation. En fait, j'ai voulu réagir concernant donc l'utilisation du compost au niveau de la permaculture. Donc, ceci donc répond très très bien au principe du zéro déchet, c'est-à-dire si on est nous sommes dans une ferme permacole, nous devons donc composter les déchets qui existent déjà dans la parcelle, si j'ai bien compris. Donc, et là, il faut, je pense, faire très attention à la qualité des matières organiques, les déchets verts, qu'on va les utiliser durant le compostage, parce qu'il faut faire attention à la dose exacte d'utilisation, comme elle a dit Madame Hanen concernant donc des besoins des plantes, de la composition du sol initial, etc. Mais là, il faut faire attention surtout aux métaux lourds lorsqu'on utilise des extraits donc des composts. Et ça reste si je peux vous donner un témoignage à partir d'un travail que j'ai utilisé déjà, que j'ai effectué, pardon, déjà, c'est donc l'utilité de cet extrait de compost qui reste toujours utile et qui est très bénéfique pour les plantes et surtout pour la qualité des produits. Mais il faut toujours, à mon sens, faire attention à la question des métaux lourds qui peut donc poser un petit souci, et pourquoi pas peut-être choisir de remplacer l'utilisation du compost par une autre pratique telle que l'association ou autre, mais ça reste toujours un des principaux pratiques
pratique, on va respecter le principe qui est le zéro déchet. Merci donc de traiter ce sujet et de donner de l'importance au compostage au niveau de la permaculture. Merci. Juste une réaction par rapport, je dis pas une question, mais c'était une réaction et un témoignage surtout pour le Oui, alors ça me permet de rebondir. Merci, Madame Anissa, pour cette intervention. C'est ça qu'on doit toujours garder à l'esprit. On a des techniques qui sont a priori bénéfiques, mais on peut toujours avoir des cas où ça donne pas les effets voulus. Donc le monitoring de nos pratiques, c'est très important. On doit toujours garder à l'esprit qu'on va commettre des erreurs malgré nos bonnes intentions. Donc c'est trop important de surveiller ce qu'on fait et de vérifier qu'on a des indicateurs qui nous montrent qu'on est sur le bon chemin, ou de faire attention aux indicateurs qui nous disent attention, on revient dans les problèmes. Donc ça peut être par exemple la prolifération de certaines espèces spontanées qui va nous indiquer qu'on est en train de revenir en arrière, de recréer du déséquilibre, ou au contraire une évolution de cette flore spontanée qui est plus caractéristique d'un milieu équilibré. Merci bien. Alors aussi une autre règle d'or comme toujours, c'est que au plus on va avoir des matières diversifiées dans le compost, au plus on prend de chances d'avoir un produit final plus équilibré et donc de risquer moins de créer des problèmes avec un apport de compost mal fait. Oui, voilà. Alors, donc on a Monsieur Benreder qui a donné son numéro pour avoir son livre. Je pense que vous trouvez aussi son adresse mail dans les contacts des emails que je vous ai envoyés pour les webinaires. Alors, il y avait Madame Sherif qui a dit est-ce qu'on peut utiliser le compost sur des grandes superficies? Donc, moi, j'ai répondu non, mais j'aimerais expliciter un petit peu plus. Donc, c'est ça que. Non, on peut. Alors, si vous permettez, Madame Non, Alice. on peut utiliser le compost. Je vais donner. De culture, hein. On a déjà utilisé pour les céréaculture. Alors, on a obtenu du bon résultat pour les cultures maraîchères, les plantes aromatiques médicinales, les sylvicultures. On peut utiliser pour tous les sols dégradés. Oui, alors, c'est pas un problème avec des doses bien déterminées selon la culture et selon Alors, c'est justement l'objet que je voulais aborder pendant cette séance. Madame. Donc, le compost, c'est pas qu'il est pas adapté à la culture des céréales dans le sens est-ce qu'il est bénéfique ou pas. Oui, il est bénéfique, c'est pas la question. Mais pourquoi je dis qu'on peut pas l'utiliser, c'est plus pour une question de durabilité écologique. On sort d'une échelle de la soutenabilité lorsqu'on va appliquer du compost sur des grandes superficies. Le compost est un matériau assez coûteux à fabriquer, surtout dans nos régions arides, semi-arides, méditerranéennes, où c'est vrai, il y a des matières qui ne sont pas valorisées, mais quand même, moi qui suis dans le centre de la Tunisie, je peux vous dire que j'ai pas toujours de la matière à composter chez moi. Quand il fait sec, ça pousse pas, et donc j'ai rien à composter. Donc, si je dois acheter du compost pour épandre sur le sol, ça veut dire que je vais prendre la fertilité d'un autre endroit de la Tunisie pour la mettre chez moi. En français, on a un dicton qui dit « déshabiller Paul pour habiller Jacques ». Donc, c'est ça, c'est qu'on va priver une région de sa fertilité en achetant du compost pour l'appliquer chez nous. Donc, c'est pas que c'est nocif, c'est toujours bon pour le sol, le compost, mais après c'est pas raisonnable en termes de coût écologique. On va sortir du cadre de la soutenabilité parce que ça consomme beaucoup trop de matière et d'énergie pour être appliqué à une si grande échelle. Ça, c'est le point de vue de la permaculture. Ce qui me rejoint un petit peu la remarque de monsieur c'est mieux de les jeter dans l'environnement. Monsieur Moussa qui disait de remettre ça avec les coûts, bien sûr, donc les coûts économiques, mais aussi surtout les coûts environnementaux. Il faut raisonner les deux pour bien choisir la technique à appliquer. Voilà, je pense qu'on a beaucoup débordé, il est déjà 13h20. Donc je vous remercie pour vos questions nombreuses et puis votre intérêt pour nos webinaires. Je remercie Madame Hanan pour son intervention à nouveau et la présence de Monsieur Benreder qui a illuminé le webinaire.
Merci à vous et je vous retrouve pour le dernier de cette série vendredi où nous parlerons de notre action de l'ombre du palmier dans le cadre du Prosol sur notre territoire d'Arhima. Bonne fin de journée à vous tous et encore merci pour votre présence. Bonne journée. Chaya Taïba. Alors, monsieur l'inconnu qui a levé la main, dépêchez-vous d'intervenir Chaya Taïba. parce que je vais raccrocher là. Ouais, c'est bon. Allez, je dis au revoir à tout le monde. Alors, je raccroche. Bonne journée. Merci. Merci, madame. Chaya Taïba, vraiment. Chaya Taïba.